suis déjà connectée. Pourquoi je dois encore me connecter? Et sur ton... Ah, ça me va vers une page sur Chrome dans Google. Et nous sommes live. Bonsoir à toutes et tous. Et merci de vous joindre à nous pour cette troisième conférence organisée par le Comité francophone de la Bibliothèque publique juive de Montréal. Alors, ce soir, Sonia Sarah Lipsik nous fait le plaisir d'être notre invitée et elle nous fera la lecture d'un conte qui illustre bien son cheminement multidisciplinaire. Bienvenue, Sonia Sarah. Bonsoir. Je suis honorée, je remercie la Bibliothèque publique juive de cette invitation et partenariat avec Aleph au sein de la CSUQ. Alors, quelques mots de présentation de Sonia. Elle est docteure en sociologie, auteure, chercheur, dramaturge. Elle est en fait passionnée d'études juives. Sonia Sarah dirige le Centre d'études juives contemporaines Aleph de la communauté séfarade unifiée du Québec. Et elle dirige également la Voix séfarade, la rédaction du magazine LVS, qui est anciennement la Voix séfarade. Sonia Sarah est aussi chargée de cours en études juives à l'Université de Montréal et fondatrice des cercles d'études juive, aura, connaissance du judaïsme. Donc, chère Sonia, je me permets de te tutoyer parce que nous nous connaissons, mais ce n'est vraiment pas, ça n'enlève rien à mon estime pour toi. Merci. Donc, si tu veux bien, on va retracer ensemble ton parcours en quelques repères. Tu es né au Maroc, d'une mère séfarade et d'un père ashkénaze. Tu as grandi à Strasbourg, une ville où tu as fait une grande partie de tes études en psychologie et en sociologie, et où tu as aussi obtenu ton doctorat en sociologie. Puis aussi, tu as vécu à Paris, où tu as suivi des études théâtrales à la Sorbonne Nouvelle et des études qui t'ont valu une maîtrise, un diplôme de maîtrise. Donc, tu as vécu, étudié et produit des œuvres à Jérusalem et en France avant de t'installer à Montréal il y a 11 ans. 11 ans déjà. 11 ans déjà. Peux-tu nous parler un peu de tes années de vie à Jérusalem et des maîtres qui t'ont inspiré? Oui, peut-être dire un mot, puisque tu as mentionné le fait que je suis née au Maroc d'une mère séfarade et d'un père ashkénaze. Pour les gens de ma génération, c'était un peu inhabituel d'avoir des parents de ces deux horizons. Et pour moi, ça a été et pour mon frère et pour mes sœurs, ça a été une richesse incroyable. Parce que c'est comme une sorte de promontoire sur la vie juive. À la fois les extrêmes ressemblances et les quelques petites différences. J'entendais le yiddish du côté de mon père qui parlait avec sa mère, et j'entendais le judéo-espagnol et le judéo-arabe du côté de ma mère qui parlait avec ses parents. Bien sûr, leur langue vernaculaire, c'était le français. Donc, ça m'a mis d'emblée au cœur de la diversité juive, qui est une notion auquel je suis extrêmement attachée, et aussi au cheminement à l'intérieur du judaïsme, de l'identité séfarade comme de l'identité ashkénaze. Finalement, il m'arrive de penser que j'apporte aux deux versants les sensibilités ou les connaissances que je peux avoir tu as mentionné Strasbourg. Strasbourg, c'est une plaque tournante en France au niveau du judaïsme. C'est pas la communauté juive la plus importante en nombre, elle doit être la 5e ou 6e communauté juive, mais elle a fourni beaucoup de cadres du monde juif. On peut citer André Neher ou Benjamin Gross, qui a été mon directeur d'école à l'école Akiba. Et donc, je suis très heureuse aussi d'avoir grandi dans cette ville avec laquelle je garde toujours, Strasbourg et l'Alsace, beaucoup d'affinités. Le parcours en études juives, il a commencé pour moi à Strasbourg. Je l'ai dit à l'école Akiba, j'ai eu comme maître, j'avais 10-11 ans, j'ai eu comme maître le rabbin Bergel.
Et ensuite, à Strasbourg, j'ai pu étudier avec le rabbin Eliaou Abitbol, qui, je suis allée le voir un jour, je l'ai interpellé, je lui ai dit, nous les femmes, nous avons aussi reçu la Torah au Mont Sinaï. Alors, vous dirigez une yeshiva, une école talmudique pour les hommes, et nous. Et alors, il m'a prise de moi, il m'a dit, bah, écoute, si tu organises, c'était un été, si tu organises cet été, tu arrives à réunir quelques femmes, ben, moi, je viendrai vous donner cours à mes élèves aussi. Et c'est ce que nous avons fait. Et j'ai appris du rabbin Eliaou Abitbol, puisque l'étude juive, elle est quotidienne. Hein, je veux dire, c'est quelque chose que je pratique quasiment tous les jours, et en particulier le Shabbat. J'ai appris de lui ce rapport direct au texte. Comme ce texte nous demande beaucoup, en retour, on en exige beaucoup de lui. On est dans un rapport de plein pied égalitaire. Tu veux, toi, le texte qu'on fasse Shabbat et qu'on mange kasher? Pourquoi? Et donc, c'est toute l'argumentation, le rapport à l'interprétation de la lettre, parce que c'est ça le judaïsme, qui se déploie notamment dans l'étude talmudique. Je voudrais aussi citer mes maîtres, les Henri et Liliane Ackerman, bénis soit leur mémoire, avec qui j'ai pu aussi étudier. Je me levais à 7h30 le matin quand j'avais une vingtaine d'années pour aller étudier Maïmonide avec Liliane, et puis des années plus tard, étudier le Talmud avec Henri. Et bien sûr, il y a Jérusalem, il y a Israël, parce que quand on est dans un parcours d'études juives, il est difficile, d'abord, il n'y a pas à faire l'impasse, c'est là-bas où il y a tous les Mahayanot, toutes les sources. Et donc, en Israël, j'ai suivi l'enseignement du Rav Daniel Epstein et surtout du Rav Léon Yehuda Ashkenazi, qu'on connaît sous son nom de totem des éclaireurs israélites de France, qui était sous le nom de Manitou. Et ça a été un de mes maîtres. Il est toujours, chaque Shabbat, je prends, c'est un homme de l'oralité, mais il y a quand même quelques livres qui sont sortis et je me replonge. Et puis, de toute façon, on peut écouter ses conférences aussi sur Academ ou ailleurs. Alors, voilà, je ne fais que citer, pardon, quelques noms, mais il y a eu aussi Nechama Leibovitch, dont j'ai suivi l'enseignement. Mais si tu permets, en pensant à cet échange qui allait être le nôtre, sachant que tu allais m'interroger sur les hommes et les femmes auprès de qui j'ai pu apprendre, je pense notamment à Claude-Annie Guggenheim, il m'est revenu un passage du Talmud, je vais juste le lire, c'est dans la Mishnah, dans les Pirkei Avot, et qui dit la chose suivante, je vais le dire en hébreu, je vais le traduire tout de suite. Alomed michavero perek echad, celui ou celle qui apprend de son ami un chapitre, ou alaha achad, ou une règle, une indication de loi, ou pasuk echad, ou un verset, ou dibour echad, ou une parole, ou afilu ot achad, ou même une seule lettre, tsarir linog bo kavod. Il doit se comporter avec lui, avec elle, avec kavod, avec respect. Parce que si on apprend, comme le dit ce passage du Talmud des Pirkei Avot, c'est le chapitre 6, l'enseignement 3, si on apprend une seule chose, un seul indice, un seul éclair d'autrui, eh bien, on lui est redevable. Donc, en fait, nous sommes constamment en dette. Je suis constamment en dette et la seule manière d'y pallier, c'est d'abord, un, de le reconnaître et de dire ma gratitude. Et deux, c'est essayer à mon tour d'être une passeuse de choses que je peux apprendre et que je peux transmettre. Et oui, et tu le fais admirablement. Donc, je te remercie pour tout ça. Maintenant, j'aimerais tout simplement rappeler, avant de procéder à la lecture du conte que tu as choisi de nous dévoiler ce soir, j'aimerais souligner qu'il s'inscrit dans une œuvre littéraire et j'aimerais citer quelques-unes de tes publications. Donc, Salomon Miroez ou Le Testament d'un acteur juif, une pièce de théâtre suivie de 2 essais publiés en 2002 aux éditions du Cerf. Ensuite, tu as également écrit une adaptation et une mise en scène du livre de Catherine Schwetz intitulé Hitler et la fillette. Oui, l'adaptation, pardonne-moi de t'interrompre, l'adaptation s'intitulait Sauver un être, sauver un monde. Ah oui. Et c'est l'adaptation de quelques récits du livre de Catherine Schwetz, qui avait 17 ans lorsqu'elle a écrit ce livre à partir des mémoires de sa grand-mère qui avait traversé la Shoah.
Et donc, cette adaptation-là, elle a été publiée au Québec chez Flammarion. Et elle a été suivie d'une lettre. Enfin, en fait, Catherine Schwetz est devenue ta filleule. Je ne sais pas si elle l'était avant, mais en tout cas, et tu lui as adressé une lettre intitulée Que sait-on des commencements, qui était publiée dans un ouvrage collectif intitulé Lettres aux femmes d'ici et d'ailleurs, qui a été dirigé par Céline Larouche et Rachida Mfadel et qui est paru aux éditions Fides en 2017. Donc, c'est assez récent. Et puis, tu publies depuis 2019 une chronique humoristique dans la revue française L'Éclaireur, Pensée juive en mouvement. Voilà. Maintenant, ça, c'est ton chapeau littéraire. Maintenant, ton chapeau de dramaturge. Sous ton chapeau de dramaturge, tu as signé plusieurs productions. Donc, tu as écrit et mis en scène une pièce intitulée Dibouk Skounada. Donc là, c'est vraiment la fusion de Ashkenaz séfarade quintessentielle. Ce qui veut dire, Dibouk, donc c'est la pièce phare du théâtre yiddish et hébraïque aussi, hein, puisque Ansky l'a écrite, et puis il y a eu une adaptation de Chaim Nachman Bialik. Et Skounada, c'est du judo-arabe, ça veut dire, qu'est-ce que c'est donc? Dibouk Skounada, ça veut dire, qu'est-ce que c'est celui-là? Qui c'est celui-là? C'est une pièce que j'ai écrite en faisant un atelier au Centre Sigal, où se sont inscrites tout un groupe de femmes séfarades, et je voulais leur faire découvrir ce qu'était le Dibouk. Et j'ai raconté dans la pièce comment elles l'ont découvert. On en a fait une comédie musicale qui a été jouée au Festival du théâtre, aux 50 ans du Festival du théâtre yiddish, du temps de Brana et Wasserman, donc au Centre Sigal des Arts et de la Seine. Bravo. Et donc, c'est ça, tu as poursuivi. Donc, de toute façon, ça, c'était en 2009. En 2011, tu as signé un récit théâtral intitulé Ève des limbes revenue, ou l'interview de la première femme, ou presque, de l'humanité. Les longs titres, c'est ta spécialité. C'est ça. Donc, c'est un récit qui a été mis en ondes par France Culture en 2011 et qui a été aussi joué en anglais à l'université Brandeis de Boston. Oui, c'était une mise en scène de Clara Guilla-Kessous. Et voilà, j'ai eu le plaisir d'y assister. Donc, c'est très fécond, une œuvre assez féconde. Donc, après ça, c'était une dramaturgie d'après Le Visiteur d'Éric Emmanuel Schmitt. Et c'était une mise en scène par Ariel Ifergan, que nous connaissons, par la communauté, qui dirige la compagnie Patanique, et ça a été présenté au Centre Ségal en 2017. Et puis, depuis 2014, tu signes le feuilleton Yentl est de retour. Oui, donc on va voir, je pense… Oui, alors si Maria veut bien nous montrer à l'écran… Voilà. C'est ça? Le titre est en anglais, mais en fait, le feuilleton est en français. Je suis partie du personnage de Yentl d'Isaac Bashevis Singer, qui est le seul prix Nobel de littérature yiddish. Yentl raconte l'histoire d'une femme qui est obligée de se travestir en homme. Ça se passe au 19e siècle dans un shtetl, dans une bourgade juive de Pologne. Elle est obligée de se travestir en homme pour pouvoir étudier le Talmud, car alors l'accès au Talmud n'était réservé qu'à la gente masculine. L'accès des femmes au Talmud est assez récent, 50 ans, mais enfin voilà, c'est maintenant une réalité. Il y a eu un film, un célèbre film avec Barbara Streisand qui était tiré de ce personnage. Oui, alors moi j'ai imaginé que Yentl s'échappait de son texte et me prenait comme porte-plume pour raconter ses aventures extra-textuelles. Formidable. Et donc, j'écris régulièrement pour la revue Tnoua, qui est une revue francophone de pensée juive. Et j'écris trois épisodes par an à peu près. Il y a une dizaine d'épisodes qui sont déjà en ligne. Mais alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on va avoir le plaisir de voir ce feuilleton mis en scène par Ariel Ifergan sur Zoom en septembre 2020. C'est ça, un spectacle virtuel
même si ses aventures ne sont pas terminées, mais on va la surprendre, la Yann Tel, et puis on va faire connaître déjà ses premiers exploits au travers de ce spectacle. Bien, alors après cette présentation, j'aimerais, avant de passer à la lecture de la nouvelle, je t'invite à conclure ce portrait en nous donnant quelques indices sur toi et sur ta démarche. Ah, alors, oui, on avait échangé. Notamment ce que tu as, Oui. ton interprétation du mot vie. Oui, voilà. C'est une des raisons qui a fait que j'ai vraiment, avec grand plaisir, et je te remercie encore Yolande, et je remercie aussi Virginia Saufer, l'autre coprésidente du comité francophone de la Bibliothèque publique juive, et toute l'équipe, hein, Roxana, Maria. Une des raisons qui a fait que j'ai tout de suite accepté, c'est que je voulais donner à voir et à entendre ce versant de mes activités. Parce qu'il est vrai qu'à Montréal, on me connaît surtout, comme tu l'as dit tout à l'heure, enseignante, directrice de Aleph, rédactrice en chef de La Voix séfarade. Mais, comme tu le disais, le mot vie en hébreu, il se dit Chaim, il est au pluriel. Et je crois que nous avons plusieurs vies, qu'on ne réalise pas toujours, hein, et qu'on n'est pas obligé de réaliser. Il y a la vie secrète, la vie rêvée, mais il y a aussi les potentialités. Et moi, j'ai un sentiment d'accomplissement lorsque ces différentes cordes arrivent à se jouer harmonieusement. Ce n'est pas toujours facile. Je me lève, en l'occurrence, très tôt le matin pour avoir un petit moment où je peux un peu réfléchir et écrire, parce qu'après, je suis happée par mes autres obligations professionnelles, qui sont aussi un plaisir. Mais au-delà de les potentialités des êtres, de ce qu'on reçoit et de ce que l'on doit redonner, il y a aussi je dirais presque une raison, je ne vais pas dire métaphysique, mais très humaine dans ma démarche, à l'égard de la tradition juive. Je l'ai dit tout à l'heure, je suis quelqu'un qui vit avec les textes, qui les étudie, qui les pratique, qui se confronte à eux, mais je ne pourrais pas mener cette vie de juive, dans ce sens-là du terme, si je n'instaurais pas une certaine subversion ou distance. Et ça, j'arrive à le faire. Alors, je suis une obsédée textuelle, c'est-à-dire que aussi bien dans l'étude que dans mon écriture, mes sources, mes inspirations vont toujours être en lien avec des textes du judaïsme. Et en particulier avec une des narrations du judaïsme que j'aime bien, qu'on appelle le Midrash, et qui est complètement surréaliste. Voilà. Le Midrash va venir s'immiscer dans les absences du texte ou dans des redondances et nous raconter. Je vais donner un exemple pour que ça soit concret pour les personnes qui nous écoutent. Quand on prend l'histoire de Caïn et Abel, par exemple, le texte biblique dans la Genèse est lapidaire. On dit que Caïn et Abel, je cite de mémoire, se sont parlé, puis Caïn s'est levé et a tué Abel. Mais on ne dit pas ce qu'ils se sont dit. Le texte ne dit pas ce qu'ils se sont dit. Et là, la tradition, au travers du Midrash, c'est-à-dire, on considère que c'est une connaissance qui nous vient depuis le mont Sinaï, en quelque sorte, va venir nous raconter ce que Caïn et Abel ont pu se dire. Alors, il y a un sage qui va dire, ils se sont disputés à propos de la terre. L'un qui lui a dit, tu vois, la terre où tu es, c'est la mienne. L'autre a dit, non, bon, classique. Ou à propos d'une femme, encore un autre classique. Bref, le Midrash va nous raconter ce qu'il souhaite. Mais toute la question, c'est qu'est-ce que nous, on fait avec ça? En quoi ça me parle? Comment je vais l'intégrer dans ma vie? Qu'est-ce que je vais en faire? Voilà. Et donc, mon univers d'écriture, c'est aussi un univers du fantastique. Dans la pièce Ève des limbes revenus, ou l'interview exclusive de la première femme, ou presque de l'humanité, parce qu'il y a eu quand même une autre femme avant Ève, qui est Lilith, j'imagine une journaliste qui va interviewer Ève.
Dorian Tell, je l'ai dit, c'est un personnage qui sort de son texte. Et on va le voir dans la nouvelle, je vais vous lire. L'univers du surréalisme est toujours présent. Dans la pièce que Salomon Michoès, ou le testament d'un acteur juif, qui a été joué en France et qui a été publié aux éditions du Cerf, j'imagine Salomon Michoès dans sa loge, juste avant d'entrer sur scène, et là débarque dans son imaginaire, mais nous les voyons, tous les écrivains, les dramaturges majeurs, parfois ils sont accompagnés de leurs personnages. Il y a même aussi une page de Talmud qui vient lui parler, qui s'est égarée de la loge d'à côté. Alors, il dit, mais vous savez, vous, comment on raccompagne une page de Talmud à son origine? Eh bien oui, il la raccompagne jusqu'à la porte de la loge de l'acteur à côté qui était en train d'étudier. Donc, les mondes se rencontrent aussi bien dans l'univers du Midrash que dans le mien. C'est formidable. Voilà. Donc, tu as vraiment pris le parti du fantastique et du surréalisme pour… Et j'espère du spirituel, dans les deux sens du terme. Bien sûr, le spirituel. Pour faire sourire, parce que je pense que par le rire, on peut toucher beaucoup de choses, et spirituel au sens de la dimension de C'est ça. Alors, on va découvrir tout ça. On va t'écouter nous faire cette lecture. Alors, je vais vous lire ce conte qui fait 10 minutes à peu près. Et je vous remercie d'avance de votre attention. Donc, le conte s'intitule « Personne cherche voyelle, voire plus si affinité ». Au début, elle n'y prêta pas attention. Elle en sourit même. La lettre Z ne lui venait plus à la bouche. Vous comprenez? Elle la visualisait très bien, mais n'arrivait plus à la prononcer. Il ne s'agissait pas d'une absence, mais d'une impossibilité technique, un truc entre sa langue, ses dents et ses lèvres, une véritable cabale. Elle s'exerçait, mais le son qui s'échappait ressemblait à un S. C'était comme un nouvel accent d'allure hispanique qu'elle semblait soudain avoir adopté. Ce qui était étrange, car aucun de ses proches ne lui connaissait cette origine. Pour les plus chauvinistes, ces S intempestifs s'apparentaient à un défaut de prononciation. Elle en fut d'abord ébobie, puis affligée. Mais lasse de martyriser ses muscles orbiculaires et risorius, elle se résigna à évaluer les dégâts. Voyons, quand utilisait-on dans sa vie quotidienne la lettre Z? Zanzibar, Zoro, Zouave, ce n'étaient pas des noms courants. Elle pouvait s'en passer. Zona, mais qui en voulait? Zizanie, à éviter. Zizi, il y avait des synonymes. Zodiac aussi. Zen, un peu compliqué, mais c'eût été un comble de s'en faire pour ce terme. Zéphyr, oui, Zéphyr, elle aimait ce mot, mais elle n'hésiterait pas à user de toute la définition, ou presque, vent doux et agréable. Elle fit le calcul, en se servant de son dictionnaire. Il y avait environ 150 mots à tout casser qui commençaient par la lettre Z. Pas de quoi en faire un fromage. Le Z, d'ailleurs, ne sévissait pas dans ce dernier mot, fromage. Dans la conjugaison, oui, au présent de l'indicatif, à l'impératif, au conditionnel, mais qui entend le Z dans toutes ses déclinaisons? Chanter, danser, fumer, personne. Il était inaudible, inutile, au rebut. À l'écrit, cependant, elle n'avait rien perdu de son orthographe. Elle en prit donc son parti.
Elle s'interrogea toutefois sur la valeur symbolique de la lettre Z. Mais qu'est-ce qui s'était passé dans sa vie pour que celle-ci s'absente? L'avait-elle heurtée? Mais depuis quand une lettre se vexe-t-elle? De plus, elle avait toujours usé avec équité de toutes les lettres de l'alphabet, ne favorisant pas une consonne au détriment d'une autre, en tout cas pas consciemment. Devait-elle envisager une psychanalyse? La désertion de la lettre Z. Pas très sérieux. Se rabattre peut-être sur l'orthophoniste lui parut plus raisonnable, mais imposer des exercices aux muscles de son visage, notamment à ses zygomatiques, d'ailleurs, elle ne serait même pas arrivée à prononcer correctement ce terme, zygomatique, lui parut fastidieux. Ok. Tant que j'arrive à circonscrire la perte d'une lettre, je peux continuer à vivre sans m'inquiéter, se disait-elle. Craignait-elle la contagion? Elle avait envisagé. À quelle lettre? XY, les deux comparses de la fin de l'alphabet. À L2, elle comptabilisait à peine une trentaine de termes. Allez, dans ses pires cauchemars, elle ajoutait le W. Mais là aussi, son emploi n'était pas si fréquent, à part whisky, qui certes faisait monter drastiquement les statistiques. De cette consonne, qui usait de wagage, limon des rivières servant d'engrais, de wapiti, sympathique pour désigner un grand cerf d'Amérique du Nord, ou de vassing, toile à laver. Non, finalement, on vivait avec beaucoup de superflu. Quelques mois plus tard, et c'était bien loin de ses pronostics les plus pessimistes, elle perdit petit à petit l'usage de toutes les voyelles A, E, I, O, U, et même du Y, qui était, comme tout le monde le sait, une demi-voyelle et une demi-consonne, un genre bi. A, E, I, O, U, Y, et leurs dérivés. Et, un, O, et, un, O dans l'eau, wa, ou et aïe. De sa bouche ne sortait plus qu'une suite de consonnes. Ainsi, si elle avait eu à dire cette phrase à la première personne, de ma bouche ne sortait plus qu'une suite de consonnes, voici ce que vous auriez entendu. Pas facile, hein? Essayez. Avec une autre phrase, par exemple, les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Ce qui donne. Oui, pas facile, hein? Alors maintenant, prenez une autre phrase de votre cru. Oui, celle-ci, si vous voulez. Ou celle-là. Alors? Ouais, c'est pas évident, ouais, je sais. Elle était devenue une machine à consonnes. La catastrophe. D'autant plus que ce consonantisme à outrance avait également atteint son écriture. Et là, elle apparut comme un véritable phénomène. L'énigme médicale totale pour tous les médecins et scientifiques. Neurologues, stomatologues, implantologues, allergologues, endocrinologues, pneumologues, otorino-rhinocéros, rien à voir, criminologues, sociologues, psychologues, ethnologues, tous les og et les istes, anesthésistes, linguistes, spécialistes, y perdaient leur latin. Tous, sauf les hébraïstes. En effet, le phénomène était connu, reconnu et choyé au sein des langues sémites. Un rabbin en donna plusieurs exemples tirés de la Torah et du Talmud. Il dit: au sujet des tables de la loi, à propos desquelles la Torah écrit, c'était l'écriture d'Élohim gravée sur les tables. Rabbi Josué ben Lévi enseigne: ne lis pas Harut, Hat, gravé en hébreu, mais liberté, Cherut, Hat, carnet libre,
que celui qui s'occupe de l'étude et de l'interprétation de la Torah, de l'interprétation des lettres, leur vocalisation, leur césure, leur mutation. C'est tout un art. Un poète, féru de culture biblique, commis même un poème dont je vous livre ici le premier vers. Les consonnes, tel un vaisseau, cinglent dans la mer grâce au voile des voyelles. Mais suis-je devenu, s'exclama-t-elle, un parchemin, ce qui donnait dans sa bouche. Et le rabbin d'Odelina de la tête. Nous le sommes toutes et tous. Chez certains, ou plutôt chez certaines, ça se voit plus que chez d'autres. Tout n'est qu'interprétation. Les consonnes sont le corps et les voyelles sont l'âme. Soit. Amen. Évidemment, elle bénéficiait maintenant d'une interprète, car d'une part, il fallait bien qu'elle se fasse comprendre, et d'autre part, ce prodige étrange promettait d'être porteur. Sait-on jamais? C'était peut-être le début d'une épidémie, voire d'une mutation. Il fallait donc déjà des pionniers en la matière. Il y eut une formation accélérée pour apprendre le langage des consonnites. C'est ainsi qu'on les appelait. Mais lasse d'être considérée comme une énigme qui plus est insoluble, elle décida d'user de son défaut à bon escient. Et la scène lui parut le lieu idéal. Elle y excella. On se l'arracha pour de nombreuses pièces. Elle avait un faible pour les classiques. Elle fut la première et la seule, à ce jour, consonnite à jouer à la Comédie Française. Elle interpréta Phèdre dans Phèdre de Racine, Roxane dans Cyrano de Bergerac, des Montrostan, et Juliette dans Roméo et Juliette de Shakespeare. Ce qui donnait pour Phèdre, lorsqu'elle parlait, voilà une des phrases, ces répliques étaient surtitrées sur un écran au-dessus du plateau, alors on pouvait lire ce qu'elle venait de dire. Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue, un trouble s'éleva dont mon âme est perdue. Acte 1, scène 3. Lorsque Roxane réalisa enfin que Cyrano était l'homme transi d'amour qui lui écrivait ces mots qui suravirent son âme, elle dit, en sous-titre, j'aperçois toute la généreuse imposture. Les lettres, c'était vous. Les mots chers et fous, c'était vous. La voix dans la nuit, c'était vous. L'âme, c'était la vôtre. Vous m'aimiez. Acte 5, scène 5. Et bien sûr, le classique Juliette. Et les spectateurs émus pouvaient aussi lire « Oh, Roméo, Roméo, pourquoi es-tu Roméo ?» Acte 2, scène 2. Elle suscita des jalousies, car le public attendait impatiemment son entrée sur scène. Des clubs se formèrent, apprendre à parler, à comprendre que par des consonnes. Les langues devinrent de plus en plus gutturales. Elle eut quelques émules, mais qui ne lui arrivaient pas à la cheville, la perte d'une consonne ou d'une voyelle, ils ne boxaient pas dans la même catégorie. Ou des imitateurs, pire, de piètres plagiaires, vite démasqués, car se passer des voyelles est une mission quasi impossible dans la vie courante. En un mot, elle fut célèbre et fit fortune, ou si vous préférez, quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'un matin, le Z pointa le bout de son nez au bout de ses lèvres. Elle s'en aperçut lorsqu'elle laissa échapper un « zut » en ne mettant plus la main sur le bouchon de son tube de dentifrice. Heureusement qu'elle se trouvait seule dans la salle de bain à ce moment-là. Et petit à petit, elle recouvrit l'usage de toutes les voyelles. Mais où étiez-vous passé, avait-elle envie de leur demander. Elle n'en fit rien. Elle s'en garda bien, les ignora, continua à parler comme une consonnite. Elle devint ainsi une marane des voyelles et du Z. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, ce qu'on entendait était juste des consonnes, à l'exception du Z. À l'intérieur, elle fréquentait phonétiquement tout l'alphabet. Quoi?
renoncer à cette célébrité langagière pour un Z et des voyelles, jamais, jamais, vous entendez, jamais. Quelle ne fut pas la surprise de ses enfants et petits-enfants lorsqu'à l'article de la mort, elle les bénit. Devenez ce que vous êtes. Soyez vous-même avec zèle et zénitude et un zeste de tout ce que vous voulez. Mazette, s'écria l'aînée de ses petites filles. En effet, avoua-t-elle, j'ai retrouvé l'usage de toutes mes lettres il y a quelque temps déjà, mais j'ai préféré ne rien dire car j'aimais ma vie avec cette consonite aiguë. Les portes qu'elle m'a grand ouvertes. J'ai fait le tour du monde. J'ai vu des paysages que je n'aurais jamais fréquentés. J'ai vibré sur les planches de tous les continents. J'ai rencontré partout des êtres qui m'ont parlé de leur singularité. J'ai adoré ce futre, ou si vous préférez, ce foutoir, ce fatras, ce futur. Mais surtout, s'il vous plaît, gardez bien le secret. Un Z s'échappa de sa bouche et elle s'éteignit. Et c'est ce qu'ils firent. De génération en génération, ces enfants et petits-enfants, eux-mêmes s'exerçant quelques consonnes sans voyelles, en particulier le vendredi soir, après avoir allumé les lumières du Shabbat, ils pratiquaient en secret la consonite aiguë. Les horizons de leur communication sont trouvèrent élargis, car il y avait tant d'interprétations possibles, tant de possibles. Mais chut, ne le dites à personne. On risquerait de trouver que les ressemblances entre la pratique de cette nouvelle tribu, les consonites, et des communautés déjà existantes ne seraient pas fortuites. Je dédie cette pochade aux lettres de l'alphabet hébraïque qui se sont présentées devant le Créateur pour qu'il choisisse l'une d'entre elles pour inaugurer l'écriture de la Torah. Oui, parce que les lettres, nous dit le Midrash, se sont précipitées en disant « je vais être la première avec laquelle tu vas commencer, avec laquelle la Torah va commencer ». On connaît le gagnant, c'est la deuxième lettre de l'alphabet, c'est le Bet, Bereshit au commencement. Mais je le dédie aussi au maître conteur Jacques Sternberg, 1923-2006, que son souvenir soit source de bénédiction, rencontré au travers de la lecture depuis mon plus jeune âge adulte. Voilà. En tout cas, merci, bravo Sonia pour cette lecture fort divertissante et surtout, ça, tu es toujours aussi jeune dans ton âge adulte. Et donc, c'est le secret. Garder cette jeunesse dans l'âge adulte, ce qui n'est pas un petit exploit. Donc, c'est vraiment un conte formidable. On peut en tirer beaucoup de choses. J'espère que d'ailleurs que nos auditeurs poseront des questions et feront des commentaires parce que ça nous permettra d'embrayer sur une petite période une petite période de questions. En attendant, je voudrais juste dire que ce texte a été publié dans Continuum, qui est la revue des écrivains israéliens de langue française, parce que mes différents séjours en Israël m'ont permis de pouvoir prétendre à être publié dans cette revue. Elle ne possède pas de site, donc, mais il y a une adresse Facebook, je pourrais donner aux gens que ça intéresse. Donc, le texte que je viens de vous lire, pour l'instant, a été publié dans cette revue. J'espère qu'il fera partie d'un recueil sur lequel je travaille, de contes et de nouvelles. Et donc, la seule manière d'y avoir accès, c'est de réécouter cet enregistrement, en quelque sorte. En tout cas, c'est vraiment la tradition orale incarnée. Oui. Donc, et j'espère bien qu'on aura l'occasion de lire ce recueil de contes et de nouvelles. Je me réjouis d'avance. Moi aussi, parce que ça voudrait dire que j'aurais avancé dans mes écritures. Mais entre-temps, en tout cas, pour lancer les commentaires, j'aimerais faire mon propre commentaire sur cette nouvelle qui m'a d'abord fait penser à la disparition. Le fameux roman de Georges Perec, surréaliste, ce fameux roman surréaliste dans lequel l'auteur omet volontairement
la lettre E pour mieux déployer la puissance expressive de la langue. Donc, c'est sûr que c'est un procédé qui a déjà été utilisé en littérature, surtout par les surréalistes. Il n'y a pas de comparaison. Le livre de Pérec, qui est un maître, c'est un exploit d'écrire tout un livre sans la lettre E. Moi, non, mais je ne fais pas de comparaison, c'est juste c'est ce que ça évoque pour moi. Associations. Oui, bien sûr. Associations. Mais si je peux, tu cites Pérec et moi j'ai cité Steinberg, parce qu'on est aussi, je disais qu'on était redevable des enseignements qu'on recevait, j'ai cité ce texte du Talmud, mais en fait, on est constitué aussi des livres que l'on lit, et aussi avec gratitude. J'ai cité Zinger, Sternberg, Pérec, bien sûr, Pérec c'est aussi un… Et je voudrais aussi en profiter pour citer quelqu'un que j'ai redécouvert il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Cyril Fleischmann, qui a écrit des nouvelles, des contes. Il a été publié notamment aux éditions Gallimard. Et je le connaissais de nom, j'avais lu une ou deux nouvelles, parce qu'il publie aussi dans l'Arche, le mensuel du judaïsme français. Hein, il y a une tradition comme ça aussi de feuilleton dans la littérature juive. Et je le découvre avec grand plaisir. Lui aussi, son univers est le fantastique. Il a beaucoup de tendresse pour ses personnages. Donc, voilà, on est tissé de bien sûr, ça. Bien sûr. D'ailleurs, moi-même, je disais en tant que traductrice, ça évoque plusieurs notions. Et bien sûr, l'interprétation, c'est une notion importante en traduction. C'est une dynamique dans laquelle il faut devenir l'auteur, mais aussi le deviner. Donc, c'est les deux à la fois. Enfin, c'est tout un processus. Et donc, ce conte insolite me renvoie ainsi à la notion d'être un étranger dans sa propre langue. Et cette notion-là, ben, je la découvre dans ma pratique, mais aussi j'ai lu un livre de Marc-Alain Waknin, Bibliothérapie, dans lequel il développe cette notion-là en citant une analyse de Gilles Deleuze. Et ça, j'aimerais bien lire ici la citation qu'il fait parce qu'elle est très parlante et elle illustre bien ta nouvelle, en tout cas ta démarche. Alors, il s'agit de faire crier, faire bégayer, balbutier, murmurer la langue en elle-même pour produire l'identité dynamique et en mouvement. En un mot, pour produire l'existence. Alors, c'est ce que tu fais dans ce conte, ma chère Sonia Sarah, en créant cette épidémie qui fait disparaître les voyelles. Tu nous révèles la multiplicité des sens et des voies d'existence à laquelle les textes de la tradition juive nous ouvrent l'accès. Alors, je te remercie beaucoup. Merci. Tu cites Marc-Alain Waknin, tu cites son livre La bibliothérapie. Il a aussi, l'expression n'est pas de lui, je pense qu'elle est de Neher, mais il a un livre qui s'appelle Lire aux éclats. Oui. Donc, voilà, c'est dans les fragmentations que ça peut se passer. Quand tu disais on est étranger dans sa propre langue, ça m'a fait penser à un vers d'un poète yiddish, je pense que c'est Jacob Bernstein, qui disait qu'il faut des années pour apprendre une langue étrangère, mais toute une vie pour apprendre la sienne. Absolument. Et voilà, habiter la langue, habiter le texte, ce sont des patries aussi. Ou des matrices, si on veut user de termes égalitaires. Bien souvent aussi, les textes ont une origine parfois tout à fait triviale. Si je veux dévoiler un petit secret, comment j'en suis venue consciemment, parce que inconsciemment, finalement, on ne sait pas trop. Peut-être qu'être créateur, artiste, c'est justement d'être sensible à son inconscient, enfin en tout cas d'y être perméable, de le laisser émerger dans la création. C'est tout simplement sur mon vieil ordinateur. Je dis vieil ordinateur parce que
c'est pas que j'aime garder les objets longtemps, mais je trouve qu'il y a de quoi, si on n'était pas dans une société qui nous imposait constamment, en rendant vétustes nos logiciels et tout le reste, de changer de cellulaire et tutti quanti, on peut garder très longtemps. Donc moi, je suis attachée à mon petit ordinateur. Et un jour, sur le clavier, la lettre Z n'était plus accessible. Donc, Et voilà, c'était comment le j'allais faire? déclencheur. Comment j'allais faire pour écrire sans la lettre Z? Et ben voilà, je me suis rattrapée ou vengée en Et écrivant. en même temps, tu as créé du sens, tu as renouvelé le Oui, sens, tu as fait ton travail d'interprète, d'interprétation. oui. Et puis de Et, résilience, parce que c'est ça aussi ce texte, c'est que cette femme, elle se laisse pas démonter. Non, Elle décide de prendre ben voilà, sa situation et son défaut et d'essayer d'en faire quelque chose. en tout cas, face à l'épidémie, hein, pour faire un parallèle avec aujourd'hui, elle a trouvé une résilience en elle infinie dans le pouvoir de l'interprétation. Alors, c'est curieux que tu dises ça, parce que quand j'ai relu le texte, je l'ai répété avant de vous le lire, quand je suis tombée sur le mot épidémie, je me dis, ouais, c'est incroyable, hein, c'est vrai que... J'avais peur de l'utiliser parce que l'épidémie qui n'a pas eu lieu d'ailleurs, de la perte des consonnes et du Z et des voyelles, elle est ridicule à côté de celle à laquelle nous sommes confrontés. Bien sûr. Mais qui nous permet, par exemple, comme à la bibliothèque publique juive ou nous, à la CHUQ, de rebondir, Oui. de créer des événements. Il y en a un autre d'ailleurs, on va se retrouver, Yolande. Absolument. Tu veux en dire un mot? Je me réjouis de cette collaboration avec le Centre Aleph, entre la Bibliothèque publique juive et le Centre Aleph et la communauté séfarade unifiée du Québec. C'est le début on a déjà collaboré, mais en tout cas, je trouve que ça s'intensifie et je m'en réjouis. Ça donne une richesse et en même temps, ça nous permet aussi de faire des ponts entre nos publics ashkénazes, séfarades, nos publics anglophones, francophones, et de créer des liens grâce à la littérature et à la connaissance. Voilà. Moi, je vais même te dire, Yolande, quand on m'a proposé de venir travailler à Montréal, une des premières choses que j'ai faites, vraiment, je suis allée voir la bibliothèque. Je pensais venir que pour quelques mois, mais je ne pouvais pas, pendant quelques mois, ne pas avoir accès à... On va faire venir ma bibliothèque et je voulais avoir accès à des livres. Et quand j'ai vu la bibliothèque juive, j'ai été totalement rassurée. Et quand j'ai aussi vu les compétences des personnes, je pense notamment à Eddie Paul, qui s'occupe de la bibliothèque, eh bien pour moi, c'était Montréal pour devenir un lieu d'ancrage possible. Tout simplement. Tout comme pour moi, la bibliothèque. On peut pas dire mieux, hein. Oui, c'est sûr. Non, voilà. Pour moi aussi, la bibliothèque a été un lieu d'ancrage. Dès mon arrivée en 67, j'avais 10 ans. Et c'est là que je me sentais le plus en sécurité. En tant que j'allais là me réfugier, j'empruntais des livres et je faisais mes travaux. Et, voilà, c'était un lieu sécurisant pour moi, un lieu formidable où en fait, un lieu auquel je n'avais pas eu accès à Paris quand j'étais enfant parce que je n'avais pas accès à une bibliothèque juive. Et puis même, voilà, on vivait dans une banlieue qui n'était pas, où il n'y avait pas une grande population juive. Et donc, voilà, on était, à l'époque, je pense que ce n'était pas non plus très, très affirmé. Pas aussi, la bibliothèque publique juive n'a pas à rougir au regard d'autres bibliothèques que j'ai pu fréquenter, comme celle de l'Alliance ou ailleurs. Voilà. Yolande, on a mentionné notre prochain rendez-vous, peut-être en dire... Oui, alors, oui, avant cela, oui, annonçons là, le prochain événement donc, qui va avoir lieu le 23 juin à 19h30. C'est ça. Qui s'intitule Le corps, c'est 2 panels par Zoom, le corps des femmes dans les communautés juives, musulmanes et berbères, sexualité, pudeur et violence conjugale.
tout un programme. Ça s'inscrit dans le cadre d'un dialogue interculturel entre juifs, musulmans, arabes et berbères, dont la communauté séfarade a pris l'initiative. Nous en sommes pratiquement à notre troisième ou quatrième année. Et donc, c'est un événement de la dans notre nouvelle programmation. On va pouvoir trouver le lien aussi bien sur le site de Aleph sans d'études juives.ca que j'imagine à un moment donné dans l'infolettre de… Oui, nous enverrons la fiche dès qu'elle Voilà. sera prête. Voilà. Et je voudrais juste citer, si tu permets, quelques noms. Tu en seras la modératrice. Il y aura mon collègue Raphaël Assor, la chanteuse Férouz Oujida. Je m'empresse de dire d'emblée que c'est un partenariat avec le JPL et également la Maison du Maroc. Sada Al-Marib, oui, c'est ça. Là, exactement. Il y aura Rachida Azdouz, maître Nadia Boumefta et le professeur Yolande Cohen qui dans cet entretien avec vous. Voilà, donc je vous invite, chers amis, le 23 juin de 19h30 à 21h. Oui, on a bien hâte à vous revoir. Alors, est-ce que, Maria, est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que… Non, on a des beaux commentaires, mais pas de questions. Ben, merci pour les beaux commentaires. Je vais les regarder tout de suite après cet entretien. Très bien. Ben, écoute, Sonia, je te remercie beaucoup d'avoir participé à cet événement. Merci. C'était vraiment très agréable, en tout cas pour nous. Je ne sais pas, on verra d'après les commentaires. Mais voilà, on se réjouit de cette collaboration. Je te remercie de ta générosité. Donc, pour tous nos auditeurs, restez à l'écoute. Nous serons en ligne pendant nous offrirons des programmes en français en ligne pendant tout l'été. Nous aurons encore trois activités en ligne cet été. Alors, voilà. Merci beaucoup à toutes et tous et bonne fin de soirée. À bientôt. À bientôt. Et Facebook Live. Et pourquoi Yolande a disparu?